ici, Podemos, Corbyn en Angleterre, participent à ce processus dont vous parlez? Je pense tout à fait. D'ailleurs, si on regarde de près ces nouvelles formations politiques ou ces nouvelles tendances dans de vieilles formations politiques, on peut même y inclure Bernie Sanders aux États-Unis, en vérité. Hein. Tout cela fait partie de ces symptômes nouveaux. Ce sont, d'ailleurs, si on regarde de près, ce sont des productions des mouvements. Malgré tout, Syriza n'aurait pas existé sans les grands mouvements des années 2000. Podemos a été le résultat de la grande mobilisation des indignés. Et même Bernie Sanders est aussi une production de Occupy Wall Street. D'ailleurs, c'est cette jeunesse-là qui le soutient fondamentalement. Donc c'est une première tentative de tirer des mouvements des orientations politiques. Ce qui se passe, c'est que comme ça se fait dans le cadre officiel, évidemment, il y a de grandes déceptions, parce que le cadre officiel a sa logique propre, lui. Il est en contradiction avec le mouvement. Et donc, lorsque des partis comme Podemos ou Syriza jouent le jeu institutionnel, il leur est très difficile de continuer à se réclamer du mouvement. Donc, on a quand même cette chose très, très, très difficile à accepter de mouvements qui se sont constitués, de partis, de groupes qui se sont constitués dans le feu du mouvement, qui jouent le jeu officiel tel qu'il est, le jeu étatique officiel, et qui sont obligés évidemment de décevoir cruellement une partie de leur soutien. J'y pensais même à propos de Bernie Sanders. Tous mes amis américains sont absolument enthousiastes de Bernie Sanders. Il faut dire qu'aux États-Unis, entendre quelqu'un parler vaguement de socialisme, c'est une chose tout à fait extraordinaire. C'est pas, voilà. Mais tout le monde sait bien qu'à un moment donné, Bernie Sanders va devoir dire qu'il faut voter pour Hillary Clinton. C'est ça le problème. Or, Hillary Clinton, c'est un personnage de l'establishment officiel. Et c'est un peu l'équivalent, sera un peu l'équivalent pour Bernie Sanders, malgré tout, du moment où Alexis Tsipras a dû dire finalement, on est obligé d'accepter ce que l'Europe nous demande. Alors ces épisodes sont des épisodes où des choses qui ont été produites par le mouvement rentrent dans la structure officielle. C'est presque inévitable que ça existe. Ça fait partie aussi des expériences négatives. Parce qu'au fond, l'apprentissage politique, il est positif, mais il est aussi négatif. Nous savons, par exemple, que s'imaginer que la possession du pouvoir d'État est la solution de tous les problèmes de l'émancipation, ça n'est pas véritable. Nous savons que ce n'est pas parce que on a vaincu en utilisant la violence que la violence peut être une méthode courante du gouvernement. Nous savons des choses comme ça. Nous savons que ce n'est pas bon que l'organisation politique, le parti, fusionne complètement avec l'État. Que cette modalité de la fusion du parti et de l'État laisse en quelque sorte le peuple lui-même à l'extérieur du projet et engendre, nous le savons parfaitement, et finit par engendrer la terreur. Donc nous avons des éléments de bilan importants de la première phase du communisme, qui a été, je pense, entièrement dominé par la question de la victoire révolutionnaire proprement dite. Et au fond, toute l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de groupes politiques convaincus que les méthodes qui ont conduit à la victoire révolutionnaire peuvent être aussi les méthodes qui conduiront à la construction du nouveau monde. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les méthodes utilisées pour vaincre un ennemi ne sont pas les mêmes que les méthodes pour mobiliser des amis. Voilà. Et vous pouvez vaincre l'ennemi par la force, on y est quelquefois obligé, quelquefois contraint, mais vous ne pouvez pas forcer les amis à faire ce que vous leur demandez. Ça n'est pas une bonne méthode, et ça, nous devons en tirer toutes les leçons. La leçon principale, à mon avis, c'est que la politique ne peut jamais se réduire à deux termes, il en faut toujours trois. Voilà. Si on le dit de façon très, très abstraite, très simple, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait le mouvement de masse, il faut lui laisser sa chance, y compris dans les méthodes, les moments de construction, de développement. Il faut que, quand la situation le demande à leurs yeux, les gens, les jeunes, les ouvriers, hein, puissent mobiliser, puissent dire ce qu'ils ont à dire, etc. Donc il faut que le mouvement de masse demeure vivant, alors que dans la plupart des expériences antérieures, on l'a tué quand même. On a dit maintenant vous êtes au pouvoir, donc
peut rester dans votre coin. C'est la première leçon. La deuxième leçon, tant que l'État ne peut pas être complètement renversé ou remplacé par autre chose, il faut toujours quand même une gestion étatique. Et troisièmement, il faut une organisation, mais une organisation qui soit entre les deux, c'est-à-dire qui soit à la fois interne au mouvement de masse quand il existe, et qui ait une certaine puissance sur l'État par ailleurs. Donc c'est ce système à trois termes, le mouvement de masse, des figures d'organisation politique et l'État qui doivent rester séparés les unes des autres, qui ne doivent pas être confondus ou fusionnés, qu'il faut arriver à mettre au point dans les expériences historiques qui vont se présenter, en conservant l'idée fondamentale que je rappelais hier soir, c'est-à-dire l'idée des quatre grands points du programme communiste tel qu'il a été élaboré dès le XIXe siècle par Marx. Puis debout a maintenant des échos dans les villes de province, etc. Et tout ça, sans qu'on sache très bien comment ça va se continuer, mais tout ça laissera des traces. Personnellement, je suis toujours content quand il y a un mouvement. Je préfère qu'il y ait un mouvement que rien du tout, naturellement. Donc sur ce côté-là, il faut reconnaître que ce mouvement existe, qu'il a une certaine durée, que beaucoup de gens passent, viennent voir ou restent, et qu'il y a ce climat toujours sympathique de démocratie, de discussion générale. Tout ça, c'est positif. D'un autre côté, je pense que c'est probablement pas quelque chose qui va transformer en profondeur la situation politique française, une situation très, très, très difficile, très gelée, je dirais. Et cela pour des raisons qui ne tiennent pas à la bonne ou à la mauvaise volonté des acteurs, ceux qui font ça, mais pour des raisons plus générales, qui sont que la recherche d'une nouvelle politique, dans le contexte actuel, qui est quand même une dévastation de la politique existante, sera, je pense, un processus assez long, il ne faut pas attendre des résultats immédiats et généraux de ce sympathique mouvement. Nous sommes dans une période que j'appelle une période d'intervalle, historiquement, à l'échelle du monde. C'est-à-dire que nous savons très bien qu'un certain nombre des grandes expériences historiques du XXe siècle sont terminées, sont closes maintenant, tout ce qui a été la période des États socialistes, des grands partis communistes, etc. Mais nous ne savons pas encore ce que va être l'avenir de tout cela. On est entre les deux. Et alors ce que je pense dans ces situations d'intervalle, c'est que ça commence en effet par des petits signes, des mouvements, des rébellions, l'arrivée aussi dans l'histoire d'une jeunesse nouvelle qui n'a pas connu les expériences antérieures, donc dont les points de départ sont différents. Et je pense que c'est ça qui se manifeste aujourd'hui. Donc des éléments de nouveauté sur la question de la politique, sur la question de la vie collective, sur la question de l'organisation de la production, de la vie sociale, etc., dans une grande incertitude, dans une grande recherche. Mais je suis convaincu, en effet, que c'est une préparation. Je l'appellerais comme ça, une espèce de préparation subjective, personnelle, expérimentale. Et après tout, des mouvements dans le monde, nous en avons maintenant, dans les dernières années, de très importants. En Turquie, au Caire, à Hong Kong, des mobilisations d'occupation durable, avec des grandes discussions publiques. Tout cela donnera des fruits. Au fond, si on regarde dans l'histoire, il y a toujours eu de grands mouvements qui se terminaient par une récupération officielle. Des mouvements bien plus considérables que Nuit debout, ou même que Podemos. Songeons par exemple à la récupération de toutes les révolutions de 1848 par Napoléon III, ou la reconstitution des ordres, ou le fait que les Trois Glorieuses de 1830 se sont terminées par l'installation d'une nouvelle monarchie. Donc, c'est une grande loi historique qu'aucun mouvement ne réussit de façon nécessaire dans la foulée de son existence. Il y a des contre-courants, il y a un ordre établi, dont il ne faut pas sous-estimer la ténacité, l'obstination, la présence. Et nous sommes dans une période d'intervalle où
chacun doit mesurer ce que sont ses forces, ses possibilités, ses choix, et cela inclut l'expérience amère, mais inévitable, de récupération par l'ordre établi de ce qui s'est passé. Comment peut-on faire durer la magie dans l'amour malgré les contraintes sociales et le passage du temps? Un amour, ça commence par une rencontre. Il faut rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc il y a une espèce de hasard premier, quand même, qui constitue la possibilité de l'amour. Objectif, on dirait, comme les surréalistes. Objectif, hasard objectif. Oui, oui, c'est ça, exactement. Un hasard inscrit dans la réalité. Et c'est tellement vrai qu'une bonne partie de la littérature mondiale raconte la contradiction entre ce hasard et le mariage arrangé par les parents. Le nombre de pièces de théâtre, de romans, etc., consacrés dans le monde entier à cette affaire des jeunes gens qui s'aiment contre l'arrangement des familles indique très bien que tout le monde a repéré depuis très longtemps que l'amour, c'est une singularité créatrice, de cette manière, et que ça n'est pas simplement l'accomplissement de l'ordre social existant. Ça a toujours été repéré, ça, avec, du coup, une certaine méfiance à l'égard de l'amour des conservateurs, en général, quelque chose qui dérange, quand même. Alors, ça commence comme ça, comme les révolutions. Mais on a le même problème après. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut bâtir. Il faut construire. On construit quelque chose, c'est très bien. Très vite, l'amour, ça ne peut pas rester dans l'épiphanie de la rencontre. Il faut que ça devienne aussi une construction. Exactement comme après les révolutions, il faut construire un État. Et qu'est-ce qu'il faut construire? Alors justement, ce qu'il faut construire, c'est ce que je propose d'appeler une expérience du monde à deux. C'est-à-dire une expérience du monde qui se fait vraiment à deux. Et c'est tout à fait extraordinaire, parce que d'une certaine manière, l'expérience du monde, nous avons l'habitude que ce soit notre expérience, ce que je vois, ce que je ressens. Et dans l'amour, il faut que quelque chose se passe vraiment à deux. C'est-à-dire que quand vous faites un voyage à deux, vous faites vraiment un voyage à deux. C'est-à-dire vous voyez les mêmes choses, mais vous les voyez différemment, vous discutez de cette différence, vous êtes dans cette différence. Et évidemment, après, ça peut concerner la décision d'avoir des enfants, la décision de s'installer dans une cohabitation, la décision... Et chaque petite décision de ce genre est quand même, finalement, l'objet d'une transformation par le fait que ce n'est pas la décision de quelqu'un d'isolé, c'est une décision qui est prise à deux. Et donc l'amour, c'est quand même l'expérience prolongée d'une construction avec l'autre. C'est le moment où quand même on accepte que quelqu'un d'autre soit complètement dans votre vie. Voilà. C'est ça. La durée de l'amour, c'est ça. Et quelquefois ça échoue. Voilà. Quelquefois ça échoue parce que cela... comme les États socialistes, ils ont échoué aussi. Mais dans l'échelle de l'amour, ça peut échouer, parce qu'à un moment donné, l'un des deux, ou même les deux, ne supporte plus, en réalité, d'avoir cette dualité, cette différence à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur des décisions qu'il doit prendre, et que des contradictions apparaissent, qu'on n'arrive pas à résoudre. Alors moi, je pense que la chance de l'amour, la force de l'amour, c'est de surmonter les crises, finalement. C'est ça. Rien n'est plus grand dans l'amour que la réconciliation après les crises. Enfin, et ce sont les moments où on se sent capable, réellement, de construire quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des crises, elles sont inévitables, et que l'amour, c'est, comme en politique, la résolution des problèmes. Et si évidemment on s'entre dans l'amour en disant ça va marcher tout seul, il n'y aura pas de problème, on est mal parti.